Le groupe de recherche et d'intervention régionale, le GRIR, a été fondé en 1983. Le GRIR réunit une trentaine de chercheurs des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Ce groupe de recherche réalise des activités de soutien à la recherche en organisant des conférences, des séminaires et des colloques, ainsi qu'en publiant des ouvrages scientifiques. Le GRIR est fier de contribuer à la transmission des connaissances au sein des collectivités régionales. Bienvenue à ce forum exploratoire pour repenser l'action syndicale. C'est un événement organisé par les éditions Éco-Société en collaboration avec le GRIR. Le GRIR, c'est le groupe de recherche en intervention régionale de l'Université du Québec à Chicoutimi. Mon nom est Jean-François Coulombe et j'aurai le plaisir d'animer ce forum au cours des prochaines heures. Merci d'être venu en si grand nombre cet après-midi. Les unions Cossadone. On se souvient tous de ce célèbre monologue d'Yvon Deschamps, qui est considéré en fait comme son premier vrai monologue d'ailleurs, écrit pour l'Hostie de Show en 1968, et évidemment qui est passé à l'histoire, qui a même été repris plusieurs fois. L'ironie du sort, c'est que quand Yvon Deschamps a écrit ce fameux monologue en 1968, on peut dire que la pertinence des syndicats n'était pas vraiment remise en question. Les victoires syndicales s'accumulaient, les gains dans les conditions de travail et salariales des travailleurs et travailleuses également. Bref, sans parler d'un âge d'or, on peut dire que c'était quand même une période assez glorieuse pour les syndicats au Québec. Aujourd'hui, toutefois, le monologue d'Yvon Deschamps apparaît plus pertinent que jamais. Les syndicats sont attaqués de toutes parts. On n'a qu'à penser au pacte fiscal récemment conclu entre le gouvernement du Québec et les municipalités qui pourront imposer, vous le savez, des conventions collectives à leurs employés en cas de litige. La question des caisses de retraite aussi des employés municipaux, notre exemple récent dont vous vous souvenez sûrement. Bref, les unions Cossadone, c'est une question que l'on entend de plus en plus souvent. Je pense que vous êtes à même d'en témoigner. Chez les jeunes, notamment, la pertinence des syndicats est de plus en plus remise en question. Ça me fait un peu penser, en fait, à ceux et celles qui se demandent s'il est encore pertinent d'être féministe de nos jours, en 2015, si on considère les gains obtenus par les femmes en termes d'équité et d'égalité. Ce que j'aurais envie de vous dire, c'est qu'il faudrait poser la question aux membres féminins du Comité olympique canadien pour voir ce qu'elles en pensent. Oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Le syndicalisme a certes encore sa place, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est à la croisée des chemins. Puisque le monde et les temps changent, comme le chantait Bob Dylan, le syndicalisme aussi est appelé à changer et à se renouveler. Et c'est un peu ce qui nous réunit ici cet après-midi. Et c'est l'objet d'un livre, d'ailleurs, écrit par un collectif d'auteurs et paru aux éditions Éco-Société, livre qui est disponible, d'ailleurs, à l'entrée, « Renouveler le syndicalisme pour changer le Québec ». Et on recevra, je vous le disais, c'est écrit par un collectif d'auteurs, mais 3 de ces auteurs, Hubert Forcier, Samuel Trépanier et Gabriel Bray-Harvey, sont ici parmi nous cet après-midi. Vous aurez l'occasion de les entendre et la possibilité de leur poser des questions. Et ils seront tour à tour jumelés à un ou une syndicaliste régionale qui viendra témoigner de son expérience, qui viendra raconter un combat mené avec succès récemment et toute la mécanique derrière leur action syndicale. C'est un peu la formule qu'on vous propose cet après-midi. Il y aura en fait 3 périodes. Dans chacune de ces périodes, un auteur et un syndicaliste donc s'adresseront à vous pendant une quinzaine de minutes à peu près. Ce sera suivi d'une période de questions, donc vous pourrez poser des questions. On vous invite à le faire d'ailleurs, et ainsi de suite. Et on prendra peut-être une pause là, vers la mi-chemin de l'exercice. Mais comme dans un premier temps, pour savoir où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient, j'inviterai Michel Roche, professeur en sciences politiques à l'Université du Québec à Chicoutimi, à venir nous dresser l'histoire récente du syndicalisme au Québec. Michel. D'abord, j'aimerais remercier Annie pour l'invitation. Annie, j'en ai été témoin ces derniers temps, a travaillé extrêmement fort pour organiser ce forum aujourd'hui. C'est quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Elle a fait face parfois à des vents contraires pour toutes sortes de raisons, pour trouver du monde, pour trouver une salle, etc., etc. Alors, je pense que pour cet effort très vaillant qui est le sien, elle mérite qu'on l'applaudisse toutes nos forces.
Ensuite, j'aimerais vous faire remarquer que ici nous sommes dans le bar à Piton, qui est la maison Price. Et si ça s'appelle le bar à Piton, c'est pour rappeler à quoi servait cette maison autrefois. Cette maison qui était une sorte de magasin général qui était tenu par William Price. Alors, le même qui embauchait des travailleurs et travailleuses, mais à l'époque, surtout des travailleurs, donc donnait une partie du salaire sous la forme de pitons. Ce qui fait que ces employés étaient obligés de venir ici pour dépenser leurs pitons. Ce qui fait qu'ils faisaient de l'argent avec eux en les exploitant dans le cadre de la production et ensuite ils faisaient encore de l'argent avec eux dans la sphère de la consommation. Alors je trouve ça tout à fait symbolique qu'on tienne ce forum ici aujourd'hui sur la syndicalisation, parce qu'il faut bien se le rappeler, ce n'est pas pour rien que des syndicats se sont formés au 19e siècle et qu'on en ressent toujours l'impérieuse nécessité aujourd'hui. Alors, je vais faire tout simplement un petit historique. Là, je ne reculerai pas au Chevalier du Travail là, du 19e siècle. Je veux simplement comparer deux périodes. Donc, une période relativement récente, qui est celle, disons, de la période des années 1960 à la fin des années 1970, avec la période qui commence au début des années 1980. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, il va de soi que je ne peux pas faire toutes les nuances qui s'imposent. Alors, je vais y aller un peu avec la méthode de l'idéal type de Max Weber, c'est-à-dire que je vais faire ressortir ce qui est typique de l'ancienne période avec ce qui est typique de la période actuelle. Les nuances, on pourra toujours toutes les faire par la suite. Alors, la première période, donc, c'est celle du keynésianisme, ou ce qu'on appelait également le régime de la convention collective. Alors, le régime de la convention collective, c'est un régime qui s'est imposé essentiellement dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'aux États-Unis, on commençait à procéder à une régulation de l'économie sur une base très, très large. Par exemple, tout le secteur automobile pouvait négocier les conditions de travail, car le but derrière tout ça, c'était d'éviter une crise comme celle des années 1930. Alors, plusieurs capitalistes, dont Ford aux États-Unis, avaient compris que dans la mesure du possible, pour éviter une catastrophe économique comme celle qui avait précédé, qu'il fallait peut-être que les employés soient en mesure d'acheter les voitures qu'ils produisaient. D'où l'importance, pendant cette période, d'augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs et des travailleuses, et c'est ce qui dominera jusqu'à la fin des années 1970, ou plutôt milieu des années 1970, grosso modo. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle la période keynésienne avec développement de l'État-providence. Alors, cette période, elle a été marquée par de nombreuses grèves. Dans les années 1960, à titre d'exemple, la base syndiquée était souvent plus combative que les exécutifs syndicaux eux-mêmes, si bien qu'il arrivait qu'ils étaient renversés par leurs membres, ce qui est un peu le contraire d'aujourd'hui, alors qu'on sait que généralement, ils restent là très longtemps, notamment pas forcément pour mal faire, mais tout simplement parce que la base n'étant pas très active, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour faire ce travail qui est quand même un travail assez difficile. Période aussi où l'identité de classe est beaucoup plus forte. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça, de classe. Hein? Quand on parle de classe, c'est des classes d'âge, des trucs comme ça, mais on ne parle plus de classe sociale comme telle. Alors, imaginez le vocabulaire de l'époque. À la CSN, en 1968, on parle de la nécessité du deuxième front. Hein? Le premier front, c'était les négociations pour la convention collective, donc pour améliorer les conditions de travail. Et le deuxième front consistait à mobiliser les travailleurs et les travailleuses contre l'exploitation en dehors des milieux de travail. Ce qui explique qu'à l'époque, à la CSN, par exemple, on a institué un service d'action politique. À la FTQ, service d'action sociale, politique et économique. À la CEQ, en 1970, on décide aussi de faire, je cite, l'action sociale, politique, économique et culturelle comme priorité.
Pensons aussi aux fameux manifestes qui ont été publiés par les centrales syndicales à l'époque. Hein? À la CSN, ne comptons que sur nos propres moyens. Alors, nos propres moyens, c'est d'un point de vue de classe aussi. À la CEQ, l'école au service de la classe dominante. On imagine mal aujourd'hui la CSQ sortir un truc pareil. Ça va peut-être revenir, remarquez. Ou à la FTQ en 1971, l'État, rouage de la classe dominante. Hein? Alors donc, période où on s'intéressait énormément à la politique et où, d'une manière ou d'une autre, on s'impliquait réellement dans la formation politique des membres pour aller bien au-delà des conditions de travail. Alors, cette période culmine avec le fameux Front commun de 1972. Alors, on se rappelle que, des employés de l'État étaient sortis pour exiger le salaire minimum de 100 $ par semaine. Alors, donc, grève générale qui a impliqué 300 000 personnes et le gouvernement a notamment répondu par l'emprisonnement des leaders syndicaux. Alors, comment, et le secteur privé aussi s'est impliqué dans le Front commun. Alors, comment a réagi la société québécoise à l'époque? Les enseignants, les étudiants ont fermé des écoles. Moi, j'étais à l'école primaire, alors je n'ai pas fait fermer mon école. Nous, on était contents de pouvoir aller, d'avoir quelques jours de congé. Mais c'était généralisé. Des villes entières au Québec sont occupées par les travailleurs et travailleuses. Des villes comme Sept-Îles, Thetford Mines, Joliette, Sorel. Des grévistes qui s'emparent de postes de radio et de télévision pour diffuser leurs messages. Alors ce mouvement-là aboutit à une victoire syndicale aussi qui a eu des effets durables. Alors l'arrivée du gouvernement de René Lévesque en 1976 inaugure une période de collaboration entre l'État, le patronat, les syndicats. Mais à l'époque, quand les syndicats, et en particulier la FTQ, décident de participer à ces sommets-là, on n'en comprend pas encore immédiatement la portée. Mais les choses vont se corser. Vont se corser avec la récession de 1982-83. Alors, c'est la récession qui va vraiment acculer le mouvement syndical au Québec sur la défensive. 1983, c'est l'une des pires défaites du mouvement syndical au Québec depuis très longtemps. Alors, suite à la mobilisation pour empêcher le gouvernement de réduire, rappelez-vous, pour les plus vieux, le gouvernement voulait retirer pendant une certaine période jusqu'à 20-21 % du salaire des employés de l'État. Hein? Alors, évidemment, les gens sont sortis, 320 000 employés de l'État, et le gouvernement a répondu par une loi spéciale, la loi 111, pour forcer le retour au travail. Une loi qui prévoyait des congédiements, qui prévoyait aussi des pertes, la perte d'ancienneté, suspension des droits syndicaux, etc. Vous savez, le gouvernement Lévesque, René Lévesque, pour toutes sortes de raisons, et dont de bonnes raisons qu'on déifie un peu aujourd'hui, c'est quand même lui qui est allé jusqu'à suspendre la Charte des droits et libertés pour passer cette loi. C'était quand même pas rien. Il y en a beaucoup qui s'en souviennent et c'est ce qui explique en très grande partie la défaite du gouvernement péquiste en 1985. Beaucoup avaient sur le cœur ce qui s'était produit en 1983. Alors donc, récession, faillite d'entreprises. Alors les centrales syndicales perdent beaucoup de membres, des milliers de membres, si bien que le taux de syndicalisation diminue. Il passe de 44 % à 36-38 %. Et le taux de chômage à l'époque est très, très élevé. Pour la seule période 1985 à 90, c'était toujours au-dessus des 10 %. Alors bref, les années 1980 marque un changement de stratégie du côté du gouvernement et du côté du patronat du secteur privé. C'est ce qu'on appelle le grand tournant néolibéral, donc la deuxième période, qui est toujours la période actuelle. Hein? Nous ne sommes pas sortis de cette période dont les fondements ont été mis en place au début des années 1980. Alors, dès le début de cette période, on persuade
la population, et on le fait encore, hein, il y a juste à écouter aujourd'hui le Québec dans le rouge, puis ce genre de trucs-là, là, qu'on est pauvre, que ça n'a aucun sens. On persuade la population que l'État n'est pas l'instrument pour résoudre les problèmes, l'État est le problème, pour reprendre la formule de Ronald Reagan. Alors, ça veut dire qu'il faut réduire la taille de l'État, ce qui implique qu'on s'attaque aux fonctionnaires et aux employés du secteur parapublic, qu'on traite naturellement de privilégiés. Et le pire, c'est qu'on le fait encore, en dépit de toutes les attaques qu'ils ont subies depuis. Alors, dans les médias, les syndicats sont dénoncés comme responsables d'à peu près tout ce qui va mal. Par ailleurs, c'est la période aussi où le patronat cherche tous les moyens pour accroître son contrôle sur la main-d'œuvre et pour réduire les coûts de la main-d'œuvre. Alors, dans toute l'histoire du capitalisme, on le sait, les changements technologiques ont été mis au service du capital et non pas dans le but d'améliorer les conditions de travail, les conditions de vie des travailleurs et travailleuses, leur confort, etc. C'est toujours dans une optique de productivité. Alors, le virage technologique qui est entrepris au début des années 1980 contribue à lui permettre d'atteindre ses objectifs. Alors, l'informatique, la bureautique, le multimédia, tout ça permet d'effectuer le travail plus rapidement avec moins d'employés. Mais ça exige une réorganisation du travail, réorganisation qui implique de la flexibilité de la part des employés. Alors, ça signifie, de façon concrète, et plusieurs parmi vous le vivent probablement, l'étalement des heures de travail, des horaires plus souples, le recours aux contractuels, le travail à temps partiel, l'explosion du nombre de travailleurs et travailleuses autonomes, etc. Et souvent, les nouvelles technologies entraînent une augmentation des cadences pour les employés qui restent. Alors, le travail est parfois déqualifié. Alors, ça entraîne aussi, les nouvelles technologies, des pertes d'emploi qui forcent des employés à se recycler et parfois à un âge avancé. Bref, les mutations qui s'opèrent engendrent une plus forte précarisation du travail. Alors, à quoi sert la précarisation du travail? Bien, ça sert à diminuer les coûts de la force de travail, bien entendu, pour accroître les profits. Alors, un employé temporaire peut être envoyé chez lui après la période pour laquelle il a été embauché. Le travailleur à temps partiel, donc, il est souple, il est flexible. Faire appel à la sous-traitance, ça permet d'éviter d'embaucher de nouveaux employés et donc d'éviter d'offrir les conditions de travail normales offertes par l'entreprise, que ce soit pour les fonds de pension, les assurances et d'autres avantages sociaux. La précarisation aussi augmente la concurrence entre les travailleurs et travailleuses. Alors, l'individualisme en sort renforcé au détriment de la conscience sociale, au détriment de la lutte collective. Par ailleurs, l'offensive idéologique menée par le néolibéralisme a également pour effet de favoriser le culte de l'individu au détriment de la conscience sociale, au détriment de la conscience de classe. Alors, le mouvement ouvrier devient de plus en plus hétérogène. L'identité de classe a tendance à s'effacer sur la base de cette hétérogénéité. Sans compter, par ailleurs, qu'avec les nouvelles technologies, avec le transfert de la production dans des nouveaux pays industrialisés, ce qu'on appelle aujourd'hui les économies émergentes, bien, ce qui se produit chez nous, c'est que les unités de travail ont tendance à compter de moins en moins d'employés. Ça aussi, ça a un effet sur la conscience sociale et un certain nombre d'autres choses. Alors, comment réagit le mouvement syndical dans cette période néolibérale? Alors, comme ils sont confrontés à une offensive idéologique qui est menée à fond de train par le patronat, le gouvernement et les médias, et ça, c'est vrai à l'échelle du Québec, mais aussi à l'échelle internationale. Le Québec, là, il n'est pas en vase clos dans tout ça. Les problèmes auxquels on fait face, on les retrouve en France, aux États-Unis et partout. Mais bref, les syndicats qui se retrouvent sur la défensive dans un contexte pareil cherchent à conserver un certain rapport de force, mais par d'autres moyens. Hein? Ils ont reçu des coups de matraque, des menaces, des lois spéciales, etc. Alors, on cherche à préserver un peu l'essentiel.
un peu comme une armée qui est en déroute, il faut effectuer parfois des replis stratégiques et on essaie dans ce temps-là quelque chose et on peut être, malgré nous, ouvert à une certaine collaboration pour préserver donc l'essentiel. Alors, c'est le virage vers la concertation, vers le partenariat. Désormais, on collabore avec l'État et le patronat dans le but d'obtenir en retour des garanties pour l'emploi. Alors, certaines centrales syndicales vont désormais s'impliquer dans la gestion de l'économie en siégeant au conseil d'administration de nombreux organismes. Mais bref, on commence à se soumettre à la logique du marché. Au lieu de soumettre le marché à la volonté humaine, c'est le contraire. La volonté humaine doit s'adapter à ces prétendues lois du marché. Alors, on accepte les règles du capitalisme comme s'il s'agissait de lois naturelles. Alors, on crée à la FTQ le Fonds de solidarité en 1983. On crée Fonds d'action aussi à la CSN, ce qui fait que désormais, des milliers, peut-être même plusieurs dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses achètent des actions. Donc, tous ensemble pour faire face à la concurrence. Alors que dans la période précédente, la période keynésienne, on valorisait le combat, on valorisait les grèves, désormais, dans cette période-ci, on valorise l'absence de conflit. À l'époque de Duplessis, c'était le premier ministre lui-même, Duplessis et le patronat, qui valorisait l'absence de conflit au Québec pour attirer les capitaux étrangers. Voilà maintenant qu'en milieu syndical, on présente l'absence de conflit comme, comme un atout pour la société, comme le signe, dans le fond, que tout va bien. Alors, la participation de certains dirigeants syndicaux à la gestion de l'économie capitaliste les a amenés sur le plan idéologique, politique et stratégique à ne plus se percevoir comme les défenseurs d'intérêts opposés à ceux du patronat et de l'État. D'où cette espèce de collusion qui a affecté certains syndicats. D'où, par exemple, les parties de pêche dans le Grand Nord avec des patrons ou encore des promenades sur le bateau d'Accurso dans la mer des Antilles. Alors, bref, le mouvement syndical donc s'est mis à fréquenter les patrons, mais d'une façon un peu différente de ce qu'on retrouvait dans la période précédente. Et ce qui explique aussi qu'ils sont tombés dans le piège lors du sommet de 1996 sur le déficit zéro, quand Lucien Bouchard a convoqué les centrales syndicales des représentants du patronat pour arriver à une entente. Lucien Bouchard les a totalement roulés dans la farine. C'est le cas de le dire, puisque les centrales syndicales avaient accepté à condition qu'il soit question de s'occuper aussi de l'emploi. Alors, eux ont été assez rusés. Ils ont dit, bon, d'abord, on règle le déficit, puis on va tenir un autre sommet sur l'emploi. Alors, ils ont accepté pour le déficit, mais ils n'ont pas eu la contrepartie sur l'emploi. Alors, donc, la période 1960 à 1980, c'est une période où on peut distinguer ce qu'on appelle une forme de syndicalisme de combat. Les salaires ont augmenté, les conditions de travail se sont améliorées. Et pour ne prendre que l'exemple de la période 1970-1980, la moyenne de jours personnes perdues par année à cause de grève était de 3 millions environ. 3 millions de jours personnes perdues par année à cause de grève. Dans la période 1981 à 2012, là, on a un syndicalisme, je dis bien, je prends le typique, qui est axé sur le partenariat. Les salaires ont stagné. C'est toujours le niveau réel des salaires aujourd'hui n'a pas progressé depuis le début des années 1980. Puis même d'après certaines études, on peut reculer aussi aux années 1970 où on aurait atteint le maximum en ce qui concerne les salaires réels. Alors, la moyenne donc pour la période récente, 2005 à 2014, c'est 450 000 jours personnes perdues par année, c'est-à-dire 7 fois moins que dans la période où les salaires et les conditions de travail progressaient. Alors voilà l'un des résultats donc de cette stratégie axée sur la collaboration. Alors souvent d'ailleurs de nos jours, quand on fait la grève, c'est pas pour avancer, c'est pour ne plus reculer.
Puis même dans certains cas, comme ici, c'est le lock-out, comme c'est le cas malheureusement pour les employés des stations-service, des concessionnaires automobiles. Alors le grand paradoxe de notre époque, et je ne suis pas le premier à le souligner, il y a des spécialistes qui en ont parlé avant moi, mais c'est ça qui est vraiment remarquable, c'est que le mouvement syndical affrontait l'État keynésien, c'est-à-dire un État qui concédait des politiques réformistes. Donc le mouvement syndical l'affrontait, mais le même mouvement syndical collabore avec l'État néolibéral, celui qui nous impose des politiques régressives. C'est quand même assez paradoxal. Alors aujourd'hui, il faut trouver le moyen de rompre avec cette stratégie qui, de manière générale, n'a pas permis d'imposer le rapport de force nécessaire. Alors, je laisse la parole à nos conférenciers et conférencières qui, j'en suis persuadé, vont aborder cette question d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie. Merci, Michel. Merci beaucoup, Michel. Ça paraît que tu es un habitué des médias, tu as respecté ton temps presque à la seconde près. Oui, pour quelqu'un qui est habitué de parler pendant 3 heures, là, d'avoir résumé ça en 20 minutes, c'est tout un tour de force. Alors, on poursuit. Comme Michel l'a dit, on aura donc, et comme je vous le disais en ouverture, on aura 3 périodes, en quelque sorte, là, où un auteur du collectif Renouveler le syndicalisme pour changer le Québec sera jumelé à un ou une syndicaliste régionale. Alors, dans un premier temps, j'inviterai Nancy Poulain, qui est présidente du syndicat du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et Hubert Forcier, qui est un des auteurs donc, de ce collectif. Hubert Forcier, il est sociologue de formation. Il œuvre dans le milieu syndical depuis 2011. Il est actuellement conseiller syndical à l'information et à la recherche à la Fédération de la santé et des services sociaux. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il est allé à l'extérieur. J'ai perdu mon collègue. Tu as perdu ton collègue. Bon, je vais vous présenter Nancy Poulain dans ce cas-là. Je le disais, présidente du syndicat du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le combat, la lutte qu'elle a menée et qu'elle va vous raconter, c'est, vous vous en souvenez peut-être, c'est celle entourant tout le dossier du foyer de groupe de Roberval qui avait été fermé en 2013. C'était, et c'est toujours, je crois, la seule ressource d'hébergement qui accueille des jeunes âgés entre 9 et 13 ans ayant des troubles graves de comportement. Et ça a pris, à peu près 1 an avant que finalement vous obteniez la réouverture en 2014. Donc, Nancy, c'est un peu ce combat de mener de longues luttes qu'on vous demande de nous raconter. Mon collègue s'en vient. Hubert Forcier s'en vient. Venez prendre place, monsieur. Donc, je commence. Moi, je ne vous ramènerai pas à très longtemps en arrière. Je vais vous ramener au printemps, fin de l'hiver 2013, où on a commencé à être victime des nombreuses compressions budgétaires que nous subissons depuis ce temps-là. Alors, les premières annonces au Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été faites au printemps 2013. À ce moment-là, on nous faisait certaines annonces pas nécessairement de fermeture de services, mais on avait l'intention de réduire le nombre d'intervenants qui travaillent auprès des jeunes, entre autres. Donc, pour vous faire une introduction, sûrement que plusieurs nous ont entendu en parler de cette lutte du foyer de groupe, mais je vais quand même vous mettre en contexte que je suis une travailleuse sociale qui travaille à la protection de la jeunesse ici dans la région et je suis aussi présidente de syndicat. Donc, je vais être en mesure de vous éclairer aussi sur, concrètement parlant, ce sont quoi les services que nous donnons, qui nous accompagnons, puis ça va m'amener à vous parler de qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a revendiqué aussi longtemps et qu'on va continuer de le faire pour tous les enfants de notre région. Donc, c'est ça. Je reviens aux annonces de compression budgétaire. À ce moment-là, on nous annonçait des fermetures de postes de gens qui prennent soin des enfants qui ont besoin des services de la protection de la jeunesse. Et au cours de l'année 2013 jusqu'à l'automne 2013, ce qu'on a eu à faire, c'est tenter d'influencer dans notre établissement, influencer notre employeur dans ses décisions. Parce que de la façon que ça fonctionne à l'intérieur de nos établissements, il y a tant de millions à couper. Nous, on prend ces décisions-là. Et puis, quand on est chanceux, je vais le dire comme ça, on est entendu les représentants syndicaux, puis on essaie d'influencer à notre tour pour modifier leurs décisions. Ça, dans l'année 2013, je tiens à dire que tout ce qu'on pouvait faire à l'intérieur de l'établissement pour influencer les cadres, pour modifier les décisions, a été fait.
Ça nous amène à octobre 2013 où une autre vague de compression budgétaire survient au centre jeunesse. À ce moment-là, on était rendu à 4 millions sur un budget d'environ 40 millions. Donc, 4 millions chez nous au centre jeunesse, ce que ça implique, c'est pas, on ne peut pas réduire le nombre de photocopies, on ne peut pas enlever des machines. Quand on réduit le budget du centre jeunesse, bien, on réduit le personnel en place qui prend soin des enfants et de leur famille. C'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y en a pas. Le seul outil de travail que nous avons, ce sont nous-mêmes, les intervenants qui accompagnons les gens. Donc, à octobre 2013, on nous annonce plusieurs compressions budgétaires et dans ce lot-là, on annonce officiellement la privatisation de 2 unités de réadaptation. Une unité de réadaptation qui s'appelle La Parenthèse, qui offre des services de réadaptation. C'est un milieu d'hébergement pour des jeunes, des tout-petits. Je vous dirais, il y avait des jeunes de 5 ans, 6 ans, jusqu'à environ 8, 9, 10 ans maximum. On nous annonce aussi la fermeture du 2e service, menacé d'être privatisé aussi. C'était le foyer de groupe de Roberval. Donc, ce foyer de groupe-là, comparativement à La Parenthèse, offrait des services pour les jeunes qui avaient des besoins de réadaptation, des troubles graves de comportement, qui ne pouvaient plus vivre dans ni leur milieu familial, ni une ressource de type familial, ni une ressource intermédiaire. Leurs besoins étaient trop grands, les troubles de comportement trop grands aussi. Donc, c'était le foyer de groupe qui accueillait ces jeunes-là lorsqu'ils étaient âgés entre 10 et 13 ans. Puis, on a aussi des unités de réadaptation pour les plus grands, les 13-18 ans. S'ajoute à ça également la fermeture d'un point de service dans la ville de Labbé et bien d'autres fermetures de postes. Donc, encore là, on a tenté d'influencer dans notre établissement pour faire modifier les décisions, mais vous comprendrez qu'à 4 millions de compressions budgétaires imposées par notre gouvernement, à l'intérieur de notre établissement, il n'y a pas eu de modification là, par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, là, on a enclenché une lutte syndicale qui s'est échelonnée sur plusieurs mois. Comment s'est construite cette lutte-là? Bien, je vous l'ai dit, hein, nous sommes des travailleurs sociaux, des psychoéducateurs, des éducateurs, des avocats. Nous sommes, je ne veux pas en oublier, des techniciens en travail social, une équipe formidable à l'administration qui supporte notre travail clinique au quotidien. Tous ces gens-là travaillent directement ou indirectement pour des enfants qui sont en grande souffrance, en grand besoin. Donc, quand on travaille au centre jeunesse, c'est important de le mettre en contexte parce que c'est dans ce contexte-là que nous travaillons et tous les gens travaillent de près ou de loin auprès des enfants. Donc, quand on ferme des services, les seuls de la région, vous comprendrez que si on ferme le seul foyer de groupe qui reçoit des enfants âgés entre 10 et 13 ans, si on ferme La Parenthèse qui recevait des enfants de 6 à 10 ans, bien, nous, on se retrouve avec des enfants, des familles qui ont des grands besoins, puis on n'a pas de ressources à leur offrir pour en prendre soin. Fait que c'est ça qui interpelle en premier lieu, je vous dirais, les gens que je représente. Oui, c'est une lutte syndicale, parce que si on ne prend pas la défense de ces gens-là, on comprend que les établissements ne le feront pas. Fait que ça a été ça le moteur, je vous dirais, de notre mobilisation. D'abord, s'entendre pour dire que ces services-là sont essentiels pour les enfants de notre région. On fait un consensus avec les gens, puis on emmène une bataille pour tenter de faire réouvrir ces services-là. Donc, les choix qu'on a dû faire pour faire notre lutte, c'est de cibler, je vous dirais, les 2 foyers de groupe, les 2 seules unités qui existaient dans la région, à la fois La Parenthèse et à la fois le foyer de groupe de Roberval. Et puis, quelques semaines, quelques mois après nos premières revendications, on a pu faire retourner la décision concernant La Parenthèse qui a demeuré ouverte suite à nos pressions là, des premières semaines. Là, quand je dis octobre 2013, rapidement, on a vu notre employeur reculer sur cette décision-là. Mais pas pour le foyer de groupe, donc on a continué. Fait que tranquillement, je vous dirais, jour en jour, minute en minute, ce qu'on fait, c'est d'abord, on part avec nos croyances, comme je le disais tout à l'heure. On parle à tout le monde un à un. On a construit un rapport de force. On a fait de multiples manifestations. On a interpellé
tout le monde politique de la région. Un à un, les maires, les préfets, les députés. On a vraiment fait, à chaque jour, interpeller tout le monde. Les médias nous ont couverts et je les remercie parce qu'on a toujours eu une belle couverture médiatique ici dans la région. Ils nous ont suivis pendant plusieurs mois. Ils nous ont suivis encore jusqu'à dernièrement parce qu'on a fait le bilan de la réouverture du foyer de groupe. Donc, pendant des semaines, des mois, des gens y ont cru et se sont mobilisés jusqu'à un moment donné où Couillard, qui était député de Roberval, a saisi la balle au bon et a fait une promesse électorale. Alors, heureusement, il a été élu pour les services que le foyer de groupe a aujourd'hui, mais malheureusement pour le reste, il aura fait des services. Je suis obligée de le dire parce qu'il continue de faire un désastre avec l'ensemble des services. Donc là, je vous amène à printemps 2014 où effectivement, il fait sa promesse électorale. Et puis là, on entend un petit peu moins parler de la lutte du foyer de groupe parce que ce que lui a attaché à sa promesse, c'est qu'il fallait s'asseoir différents partenaires autour d'une table et réfléchir à quels seraient les nouveaux besoins des enfants de la région. Alors, vous comprendrez que j'étais la seule qui représentait les syndiqués des établissements de la région. J'étais assise autour d'une table avec différents cadres de différents établissements de la région, du réseau de la santé et des services sociaux, et on a eu à réfléchir à quelle clientèle serait ciblée par la réouverture du foyer de groupe. Autour de la table, il y a des gens qui s'entendaient pour dire que nos jeunes, les 10-13, avaient encore d'énormes besoins et qu'on devait réouvrir le foyer de groupe sous son ancienne formule et continuer de leur offrir des services parce que on leur avait aussi promis des ressources intermédiaires. On disait, ben oui, il va y avoir des ressources intermédiaires, fait que ces jeunes-là, ils se retrouvent pas sans service, ils vont se retrouver avec des services des ressources intermédiaires. J'ai beaucoup de respect pour ces ressources-là, mais vous comprendrez qu'il y a des enfants qui, malheureusement, ont de trop grands troubles de comportement pour demeurer dans une résidence, même si on parle de ressources intermédiaires. Ça prend du personnel spécialisé et qualifié pour intervenir auprès de ces enfants-là. Ça prenait une ressource de type public comme un foyer de groupe. Donc, c'est ça. Dans le fond, nous, on était quelques partenaires qui croyaient très fortement qu'on devait le réouvrir sous l'ancienne formule, mais certaines personnes ont amené le fait qu'il y avait des enfants âgés entre 13 et 18 ans présentant une déficience intellectuelle et aussi des troubles graves de comportement qui auraient besoin de cet endroit-là pour qu'on puisse leur offrir les bons services adaptés à leurs besoins. Donc, on se retrouvait avec 2 groupes d'enfants qui avaient des besoins, finalement, et on n'était pas capable de faire un consensus. Et les ministres ont donné la responsabilité à l'Agence de la santé et des services sociaux de trancher, à savoir quelle clientèle serait desservie par le prochain foyer de groupe qui prévoyait être ouvert pour l'automne 2014. Vous comprendrez que leur solution n'a pas été la nôtre. Quand on a déposé notre rapport, on a su quelques semaines après que le foyer de groupe allait réouvrir effectivement, mais qu'il allait desservir les jeunes 13-18 ans dont je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, c'est une belle victoire, le foyer de groupe. Ça a été une grosse lutte syndicale. Non seulement ça nous a permis de faire réouvrir le foyer de groupe, mais aussi on a pu parler des services que ces jeunes-là reçoivent. On a pu parler des enfants qu'on accompagne à tous les jours, des enfants qui ont besoin de la protection de la jeunesse pour mieux cheminer dans leur vie. Donc, ça a été très intéressant, cet aspect-là, mais vous comprendrez que nous étions très déçus parce qu'il y a un groupe d'enfants qui avait été sacrifié au profit de l'autre, finalement. Donc, ceux et celles qui nous ont entendus cette semaine parce qu'on a fait le bilan 1 an plus tard de la réouverture du foyer de groupe, ce qu'on a pu en dire, c'est que toutes les revendications, finalement, qu'on avait faites pour convaincre les gens que c'était important d'offrir ce service-là, on a pu le constater au cours de la dernière année. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que d'abord, il y aurait eu un nombre suffisant d'enfants âgés entre 10 et 13 ans qui avaient besoin des services de réadaptation comme un foyer de groupe. Ça, on a été capable de le constater. Ce qu'on a constaté aussi, c'est ce qu'on ne voulait pas qu'il arrive, que ces enfants-là, qui ont parfois 11 ans, par exemple, on en a eu tout plein,
Ils se retrouvent dans des unités de réadaptation où il y a 12 adolescents. Je vais dire 11 parce que si on enlève le petit garçon de 11 ans ou la petite fille de 11 ans qui a pu se retrouver dans ces groupes. Donc, j'ai 11 ans. Je suis dans un groupe de 12, des adolescents qui ont 15, 16 ans, qui arrivent en état de consommation, qui font des crises violentes, qui font des fugues, qui s'automutilent, qui se désorganisent, qui sont violents entre eux. Puis moi, je suis à l'âge de jouer aux petites autos par terre avec un éducateur. C'est ça qui arrive maintenant. C'est ça qu'on voit. On a eu des petites filles du même âge, 11 ans, qui se retrouvent avec 11 adolescentes, aussi grandes donc, que je vous ai dit tout à l'heure, qui ont aussi leur lot de problématiques, puis qui, eux, à Noël, ils veulent jouer au lutin, comme tous les enfants. Mais quand tu joues au lutin puis que tu as 11 ans, là, puis que tu en as plein d'autres qui consomment, comme je vous disais, qui s'automutilent, qui font des tentatives de suicide, qui se désorganisent à crier au meurtre, à frapper d'un mur, frapper des intervenants. Quand tu as 11 ans, là, ça ne répond pas à tes besoins, ce service-là. Fait que, tu sais, tout ce qu'on a finalement crié pour eux, bien, ils l'ont vécu dans la dernière année. Fait qu'on trouvait ça important, nous, cette semaine, de souligner cet aspect-là parce que c'est vrai qu'on n'entend plus parler du foyer de groupe. On est content pour la clientèle. Puis ils sont là, puis il y en a des besoins par rapport à eux autres. Mais en même temps, il y a un groupe d'âge qui a été sacrifié. Puis je ne peux pas m'empêcher de vous dire qu'avec tout ce que vous entendez puis tout ce qui est annoncé, parce que dans la région, on nous annonce 18 millions de compression budgétaire. 18 millions, là, puis ça, c'est pas dans le monde administratif parce qu'ils ont fini dans le monde administratif. Ça va être dans les services cliniques. Puis nous, on en fait partie, les services sociaux, puis je ne vous cacherai pas que dans la santé, les services sociaux, ce pas les services sociaux qui prennent le plus de place. Souvent, hein, on ne veut pas entendre parler des services sociaux puis de tout ce que je viens de vous dire. Fait qu'on est très inquiets par rapport aux services. Qu'est-ce que ça va devenir dans l'avenir puis comment on va prendre soin de ces enfants-là qui ont des si grands besoins. Fait que ça ferait le tour. Je vous demanderais peut-être, avant de céder la parole à Hubert Forcier, je vous demanderais peut-être, puisque vous disiez que vous venez de faire le bilan un peu des 2 dernières années, est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment, connaissant le résultat? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'on a été bien accompagnés dans cette lutte-là, de jour en jour. Tu sais, quand on fait une lutte comme celle-là, il n'y a pas de planification vraiment. On y va à la journée avec les occasions qui se présentent, puis on construit notre rapport de force tranquillement. La seule désolation, je l'ai nommé tantôt, c'est qu'il y a quelqu'un qui a saisi la balle au bon pour se faire du capital politique. Puis aujourd'hui, il est élu puis il est en train de détruire tous nos services. C'est la déception qu'on a, je vous dirais, partagée dans les gens de mon exécutif. Mais sinon, la lutte en tant que telle, les gens chez nous au Centre jeunesse, ils ont cru, ont toujours été avec nous, en arrière de nous. Ils nous ont donné du vent pour qu'on puisse avancer. Puis on est content quand même d'avoir permis l'ouverture d'une ressource pour des enfants qui en avaient réellement besoin. Dans le fond, il y a besoin de 2 ressources ici, là, il en manque. Fait que, mais on n'aurait pas fait différemment, je pense pas. Bien, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage. Nancy Poulain, donc, qui, je le rappelle, est présidente du syndicat du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je cède la parole maintenant à Hubert Forcier, un des auteurs donc, de ce livre « Renouveler syndicaliste pour changer le Québec ». Un des 3, que je peux dire, une des 3 personnes qui a supervisé, parce que c'est un ensemble de textes sous la supervision de vous-même, Samuel Trépanier, qu'on va entendre tantôt, et Philippe Crevier. Dans un premier temps, peut-être, avant de nous dire ce que vous inspirez, le témoignage de Nancy Poulain, qu'est-ce qui vous a amené à publier un tel ouvrage? Bien, en fait, c'est la question qui a été posée en entrée, c'est la question les unions, qu'est-ce que ça donne? C'est cette question-là qu'on s'est posée au départ en réfléchissant au syndicalisme. On est tous des syndicalistes, donc évidemment que la question de la pertinence nous apparaît comme allant de soi, là. Mais on est forcé de constater que c'est pas nécessairement le cas ou c'est pas partagé comme ça l'a peut-être déjà été dans la population. Puis rapidement, ben moi, peut-être j'ai envie de dire, ben si on se pose la question, c'est peut-être parce qu'on perd. On perd beaucoup le mouvement syndical. Puis on a peut-être besoin de regagner, de se redonner confiance dans cet outil-là collectif. Puis c'est un peu là qu'on a parti notre réflexion, c'est-à-dire qu'on d'un côté, on remarque à l'échelle internationale
l'enjeu majeur, un des enjeux majeurs, c'est la question de la montée des inégalités sociales. On remarque que les sociétés où il y a le moins d'inégalités sociales, c'est celles où il y a les taux de syndicalisation les plus élevés. Puis ça, c'est pareil partout. C'est le cas au Québec pour le reste versus le reste de l'Amérique du Nord, mais c'est surtout le cas quand on se compare, par exemple, à la Suède ou des pays de ce type-là. Et donc, la pertinence, elle apparaît claire du moment qu'on est concerné par les conditions de vie de la majorité de la population. C'est sûr que si ce qui nous préoccupe, c'est le 1 puis comment ils vont réussir à s'enrichir, peut-être que le mouvement syndical, c'est pas une bonne solution. Donc, on est parti de là, mais en même temps, on s'est dit, justement, comment se fait-il que dans les dernières années au Québec, les grands moments de mobilisation n'ont pas été des moments où le mouvement syndical a été à l'avant-plan? Il y a eu la lutte des étudiants, il y a eu plusieurs luttes qui ont eu lieu dans les dernières années. Puis c'est pas nécessairement le mouvement syndical qui était le premier en avant. Il était toujours un peu derrière, mais donc ça fait longtemps que le mouvement syndical n'a pas eu une grande victoire. Là, on en parle aujourd'hui, puis c'est intéressant d'en entendre parler de différentes victoires dans les régions, puis dans différents syndicats, mais une victoire qui marquerait l'imaginaire. On peut peut-être penser à l'équité salariale en 2001, mais ça, on finit peut-être par oublier au Québec, comme sans doute ailleurs, que tout ce qui fait que nos vies ont de l'allure, c'est des gains qui ont été gagnés d'arrache-pied par plein de travailleuses et de travailleurs. La diminution du temps de travail, des congés, des vacances, un régime de retraite, des programmes sociaux. Tout ce qui fait que notre vie a du bon sens, c'est des gains syndicaux. Puis là, on est à un moment où les gens ont un peu l'impression qu'on est allé au bout de ça. Mais pourtant, les inégalités sociales ont augmenté depuis 20 ans comme au début du 20e siècle. Donc là, on revient à un moment où il faut sans doute reprendre l'offensive. Puis c'est à contresens beaucoup de ce qui est véhiculé sur la place publique, mais c'est ce qu'on pense qui doit être fait pour relancer le mouvement syndical. Et vous parliez qu'il n'y a pas eu de grande victoire. Le printemps érable, par exemple, vous ne considérez pas que ça a été une victoire, du moins peut-être partielle? Oui, c'est une grande victoire, mais pas syndicale. C'est une grande victoire des mouvements sociaux, c'est une grande victoire du mouvement étudiant, mais c'est pas une victoire syndicale. Puis je pense qu'il y a un moment où le mouvement syndical doit gagner pour lui-même. Je pense qu'on en est rendu là. Puis il y a plein d'autres batailles qui peuvent être faites qui vont être bonnes pour l'ensemble de la population, mais d'avoir quelque chose qui va marquer la conscience. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant, dans les assemblées générales, on disait les grèves, on les gagne tout le temps. Ça, c'était un message qui était véhiculé dans nos assemblées. Cette conscience-là de gagner puis d'être capable de remporter des luttes, elle est de moins en moins présente, malheureusement, dans le mouvement syndical. Puis pourtant, il y a des exemples de luttes qu'on réussit à gagner. T'sais. Donc, c'est juste... Puis il y a un peu la question qui nous a préoccupés, c'est la question de la prise de risque. On a construit un mouvement syndical qui s'est institutionnalisé beaucoup dans les années 50-60. L'institution syndicale a été reconnue par l'État, par le patronat. Puis tant mieux, on s'est un peu assis là-dessus. Il y a eu un compromis qui a été fait à ce moment-là. Puis là, force est de constater que ce compromis-là, il nous aide plus. C'est-à-dire que les inégalités, justement, ont tellement augmenté dans les dernières années. Il y a la question de la délocalisation des entreprises. Il y a un nouveau contexte économique, politique, qui fait qu'on est sur la défensive sans cesse. Puis donc, nous, un des éléments qu'on met de l'avant dans l'ouvrage, mais c'est un peu que le mouvement syndical doit prendre acte d'une crise globale. C'est quelque chose de le dire, mais une crise qui est politique, c'est-à-dire que nos institutions politiques sont de plus en plus remises en question. Il y a un cynisme dans la population, puis qu'on peut comprendre là, quand on voit comment nos politiciens agissent. Il y a évidemment au niveau économique les inégalités sociales. On a un horizon de faible croissance économique dans les prochaines années. Le mouvement syndical a toujours obtenu ses plus grands gains en période de grande croissance économique. Donc, comment repenser un syndicalisme dans une période où il n'y a pas de croissance, mais pourtant où les riches continuent à s'enrichir plus que jamais. Puis il y a aussi l'horizon d'une crise écologique majeure. Donc ça, c'est le contexte dans lequel on intervient comme syndicaliste. Puis donc, ça nous appelle à faire autre chose que le petit train quotidien. Et parce que, votre ouvrage se questionne justement sur l'état du syndicalisme, mais aussi sur des moyens pour renouveler ce syndicalisme. Est-ce que dans ce que Nancy nous a dit, il y a des choses qui rejoignent un peu ce qu'on peut lire là-dedans? Bien, tout à fait. C'est une lutte où, justement, il y avait cette idée-là de gagner.
Puis gagner, ça ne veut pas dire tout gagner, mais ça veut dire on va se doter d'une stratégie, puis on va miser sur quelque chose où là, c'est gagnable. Puis on va l'amener la bataille jusqu'à la fin pour gagner. En allant chercher l'opinion publique, oui, mais on est rendu à un moment où on mise beaucoup trop, personnellement, je trouve, dans le monde syndical, sur cet élément-là d'opinion publique. C'est-à-dire le jour où on va avoir réussi à mobiliser les travailleuses et les travailleurs qu'on représente, l'opinion publique, on pourra relativement s'en passer, puis même plus que ça, c'est qu'elle va embarquer à ce moment-là. Puis ça, on le voit, c'est-à-dire que quand on est en lutte, les médias sont intéressés par nos batailles. Donc, c'est un peu cet exemple-là de la lutte qui s'est faite ici au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Bien, c'est un bel exemple de justement une stratégie qui s'est donnée puis qui était autant en termes de mobilisation qu'en termes de communication, de trouver un élément qui était gagnable puis de le mener jusqu'au bout. Ça s'est fait dans la région, ça s'est fait au niveau national. Tout le monde a joué son rôle là-dedans. Fait que c'est un bel exemple, effectivement, d'une victoire syndicale qui peut, je pense, inspirer pour la suite. Et sinon, le défaitisme un peu que vous déplorez dans le monde syndical, vous l'expliquez comment? Bien, c'est qu'il y a eu vraiment je pense qu'on est rendu à un moment où on accepte assez bien que ce qui a été le modèle de nos relations de travail, puis notre modèle syndical des dernières années, est un peu arrivé au bout de son efficacité, si on peut dire. Puis, donc là, on est à un moment justement où on dit à la croisée des chemins, on réfléchit à, bon, c'est quoi la suite? Puis nous, en fait, ce qu'on dit là-dedans, c'est essentiellement, c'est de revenir peut-être un des modes d'action qui était celles qui ont fait les succès du mouvement syndical dans les années 60 puis 70, dont on a parlé un peu plus tôt. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est un syndicaliste de transformation sociale. Donc, c'est un syndicaliste qui justement, va proposer des actions concrètes puis des demandes sociales qui vont toucher l'ensemble de la population. Puis, il y a aussi l'enjeu de la priorisation. C'est-à-dire que dans le mouvement syndical, on appuie toutes les batailles, mais on n'a pas les énergies pour toutes les mener de front. Mais c'est super difficile de dire, ben là, écoutez, malheureusement, on va peut-être mettre un peu moins d'énergie là parce que on veut pousser telle bataille. Puis ça, c'est un travail qu'on réussit mal à faire souvent. C'est un des éléments, je pense, qui fait qu'on réussit peu à gagner, c'est qu'on mène tout, mais de façon correcte. Mais si on faisait le travail de dire, ben est-ce qu'on est capable de dire, ben il faut mener cette bataille-là, puis on met toutes nos énergies là, sans doute qu'on gagnerait, mais ça demanderait beaucoup de travail, d'éducation entre nous pour se dire, ben effectivement, ça vaut peut-être la peine de prioriser telle chose versus telle autre. Il faut choisir ses combats, quoi. Exactement. Parce que, comme n'importe quel acteur, on a des énergies qui sont limitées, on peut pas... Puis l'offensive, en fait, on a quasiment à apprendre de notre adversaire, c'est-à-dire que l'offensive néolibérale, elle a été réfléchie. Actuellement, le gouvernement Couillard, il n'arrive pas avec une proposition de privatisation mur à mur de nos services publics. Si demain matin, il annonçait que tous les hôpitaux deviennent privés, la population sortirait dans la rue, elle ne voudrait rien savoir. C'est fait de façon pernicieuse, très tranquillement, depuis 15 ans. Ils ont une stratégie, puis ils sont au pouvoir sans cesse, là, donc ils peuvent la faire tranquillement, mais ils prennent le temps. Puis nous, on n'a pas cette stratégie-là de quelque chose qui est... Ça nous prend un gain à court terme, mais ça nous prend une stratégie de moyen-long terme où on plante des graines, puis tranquillement, ça va nous permettre de gagner quelque chose. Puis un élément aussi qu'on mettait de l'avant dans l'ouvrage, c'est qu'il y a une certaine rupture de dialogue entre les organisations syndicales puis les travailleuses et les travailleurs qui sont dans les établissements, puis qui, au même titre que le reste de la population, ont voté pour la CAQ, ont voté pour le Parti libéral du Québec. Ils écoutent le discours ambiant, puis ils sont ouverts à entendre ces idées-là. Donc, il y a un travail vraiment de terrain à les reprendre qui a peut-être été laissé de côté pour plein de raisons. La question de la judiciarisation, par exemple. Nos relations de travail se sont beaucoup complexifiées. Puis on est de plus en plus arrivé à un moment où on fait beaucoup de bureaux. Puis on perd peut-être le contact avec les gens qu'on représente. Le jour où on va mettre nos énergies là, à faire de l'éducation politique, nous, on pense que c'est vraiment un élément majeur. Bien, c'est là-dessus qu'on peut compter pour avoir des gains, c'est-à-dire sur les gens qu'on représente. Merci. Merci, Hubert Forcier. Alors, j'imagine que ce premier bloc a dû inspirer quelques questions, peut-être de votre part. Il y a un micro. Où est-il, le micro? Ah, il est là.
Voilà, Annie Maisonneuve, qui est juste derrière, a le micro. Donc, si vous voulez y aller d'un commentaire ou encore d'une question qui peut être générale ou qui peut être adressée à un de nos deux panélistes, vous n'avez qu'à lever la main et on va aller vous porter le micro. Il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui veut parler par cellulaire. Oui. Ou une question. Oui. Un commentaire. Bonjour. Justement, là, on parlait un peu là, du gouvernement dans sa stratégie de déconstruction de l'État québécois puis de la privatisation sur le long terme. Bon, qui, en ce moment, on le vit quand même assez de proche. Comment le mouvement syndical, en s'alliant justement à travers peut-être le mouvement étudiant ou les mouvements communautaires et tout ça, peut vaincre un peu la barrière de la légalité puis des contraintes, des lois spéciales et tout ça? Parce que veut pas, pour le travailleur moyen qui trouve que ça n'a peut-être pas de maudit bon sens ce qui se passe, puis dans l'absolu, la perspective de faire la grève ou des trucs du genre, ça c'est pas hostile forcément à sa vision des choses, mais l'idée peut-être de perdre sa job ou son fonds de pension et tout ça à coup de loi spéciale, ça par contre, ça va le réfréner, puis veut pas, on peut pas vraiment lui reprocher, sachant que, bon, il y a personne qui veut pas, mettons, se ramasser à la rue, pas de retraite pour 3 jours de grève, t'sais. Donc, comment on peut justement passer à travers ça, puis justement avoir un mouvement social un peu plus là, important, parce que je crois qu'on va avoir besoin de ça, tu sais, veux pas, là, dans les prochaines années, / même peut-être prochains mois. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, Oui. justement, dans l'ouvrage, il y a un chapitre directement sur la question de la grève, puis de la stratégie, justement, patronale, puis gouvernementale, qui a été de restreindre progressivement le droit de grève. Puis dans le secteur public, à toute fin pratique, il n'y en a pratiquement plus là, de droit de grève, là, on va se le dire. D'autant plus dans le secteur de la santé, que je connais bien. Là. Puis, ce qui est très intéressant dans ce chapitre-là, c'est justement ce qui est démontré, c'est que chaque loi spéciale qui apparaît dans l'histoire, elle se bâtit sur la précédente, puis elle va un peu plus loin. Elle va toujours un peu plus loin, elle va toujours un peu plus loin. Puis la pire, ben, ça a été sans doute la loi 12, mais qui n'a pas tenu parce que les gens, ils l'ont pas respectée. Bon, c'est sûr que c'est plus facile de ne pas la respecter quand il n'y a pas les dangers d'amende, puis de perte d'ancienneté, puis ainsi de suite, comme on peut les vivre dans le secteur public. Mais néanmoins, ça démontre que c'est possible. Une loi spéciale, c'est possible de ne pas la respecter. Après ça, c'est plus facile de le dire que de le faire. Ça, c'est clair. Mais dans le fond, ce que ça nous démontre, c'est que si on se tient les coudes serrés, une loi qui n'est pas respectée, c'est quoi, essentiellement? C'est un peu... Puis une loi spéciale, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'elle devient de moins en moins spéciale. En fait, il y a des lois spéciales à chaque conflit de travail. On l'a vécu dans les dernières années sous le gouvernement Harper. Chaque conflit de travail, il y a eu une loi spéciale qui a été déposée. Puis on est rendu que le courrier, c'est un service essentiel. Puis Air Canada, c'est un service essentiel. Puis c'est incroyable. Mais c'est... Peut-être ce sur quoi on peut miser ou espérer, c'est qu'un jour, ils vont peut-être aller trop loin. Ils vont peut-être arriver avec une loi qui va être beaucoup trop répressive, puis les gens vont dire, bien là, ça suffit. Puis ce qu'on peut espérer aussi, c'est qu'on a tous en tête ce qu'on a vécu en 2012, puis ça peut toujours revivre. Puis actuellement, on le voit avec le mouvement des écoles publiques. C'est super intéressant. C'est un mouvement de mobilisation citoyenne, qui n'est pas un mouvement, encore une fois, qui n'est pas un mouvement qui vient des organisations syndicales, mais qui est appuyé par les organisations syndicales. Fait qu'il y a de l'espoir. C'est sûr qu'il n'y a pas une... Puis c'est tout ça dans tout l'ouvrage, c'est-à-dire on n'a pas une recette magique. Voici deux ingrédients, vous mélangez ça, puis ça va vous donner un monde meilleur. Mais il faut voir qu'il y a des indicateurs assez positifs pour la suite des choses. Mais c'est sûr que ça va passer par une réflexion déjà, c'est-à-dire qu'on en discute dans le mouvement syndical de cette question-là, des décrets, des lois spéciales. Puis ça, déjà, ça se fait plus qu'auparavant. Fait que ça, c'est assez encourageant. Est-ce que ça va réussir si, mettons, il y en a une dans les prochains mois? On verra. Mais il y a pas... Le monde n'arrête pas demain matin. Donc, chaque histoire va marquer la suite. L'histoire est à écrire, quoi. Exactement. Constamment. Nancy, oui, tu as juste quelque chose? Ben oui, moi je vais apporter la couleur des gens, là, parce que dans le fond, moi je suis encore à représenter les gens qui sont très proches de moi, qui offrent les services. Puis ce que je constate, même si j'ai pas 20 ans d'expérience dans le monde syndical, c'est qu'il y a quand même un rendez-vous qui nous appelle.
Quand Hubert, tantôt, faisait référence à un moment donné, il faut faire des choix, mener une lutte et se dire qu'on va la gagner, bien, j'ose croire qu'il se mijote quelque chose dans ce sens-là. T'sais, nous, dans notre lutte syndicale locale, je veux dire, on a eu à faire des choix, à en prendre une lutte, puis l'amener, puis se dire qu'on allait gagner. Tous les syndicats en ont des luttes, mais il semble s'en dessiner une commune actuellement. Fait que je pense que de plus en plus, on crée des alliances et il va se dessiner quelque chose de commun. Et oui, là, on parle de grève, on va chercher nos mandats de grève. Je ne vous surprends pas quand je vous dis ça. On s'en va vers ça. Et je pense que les gens ont un niveau d'écœurantite assez élevé. Je vais le dire comme ça dans mes mots, là, mais il y a un rendez-vous, je pense, qui s'en vient. Puis moi, j'entends de plus en plus dans les murs de mon établissement, dans plusieurs bouches, t'sais, oui, on s'en va vers la grève légale, mais si ça ne fait pas, est-ce qu'on va oser défier cette loi-là? Et il y en a qui sont prêts. Fait que, tu sais, après, le travail que nous, on a à faire comme représentants, c'est une personne à personne. À faire le contre-discours puis à amener les gens sur quelque chose qui va les chercher eux. Parce qu'on est dans cet univers-là très individualiste. Fait qu'il faut aller chercher la personne, pas sur comment je pourrais dire, un ensemble. Il faut aller la chercher dans ce qu'elle a besoin d'entendre puis de l'amener. Puis aller voir l'autre, puis l'accrocher sur autre chose, puis l'amener, puis tranquillement, ça se construit. Mais je pense et j'espère qu'il y a un rendez-vous qui va nous appeler. Parce qu'on est en train de tout perdre, ce qu'on a construit dans les 50 dernières années. Oui, question? Alors, moi, j'ai été dans les caisses populaires en conseil financier, réorientation en GRH, en gestion de ressources humaines. Mais de l'autre côté, le souffle que vous portez, je me dis, oui, me voici. Et je parle de plus en plus aux étudiants du souffle, justement, de solidarité. Ce qui me vient vraiment, c'est le mouvement de la solidarité en Pologne. Où, bon, c'est pas une dictature, mais à quelque part, moi, je peux rien faire. Là, même si on est à l'université, on fait une chaîne, tout devient, oui, ça fait 50 ans, mais il y en a qui disent, on est quelques-uns que moi, j'ai vu, bon, on est à fonder quelque chose qui répond à d'autres besoins d'aujourd'hui. Mais des fois, je me pose la question, est-ce que, bon, là, je suis une néophyte des syndicats, mais j'écoute vraiment passionnément, puis je me pose la question, est-ce que, là, on est dans un mode réactif? Est-ce qu'il y a des têtes, des personnes qui vraiment mènent la réflexion pour être proactifs à travers la réaction? Parce que c'est vraiment ça. Moi, je suis la génération fin X, mais je travaille avec les Y, puis c'est génial, mais je me dis, il faudrait que ça soit partout comme ça, mais je peux pas le crier, mais est-ce qu'il y a des têtes comme ça pour peut-être me rassurer puis faire mon rôle à moi en petite entreprise? Oui. Bien, deux choses. Premièrement, pour rassurer, bien, on est ici aujourd'hui. C'est quand même relativement rassurant, puis on en discute. C'est déjà une bonne chose. Je pense qu'il y a quelques années de ça n'aurait pas été possible. Fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est-tu demain? C'est-tu après-demain? Bon, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Après ça, sur la question, il y a quelque chose que la gauche, on peut le dire comme ça, a perdu dans les dernières années. Bien, c'est justement la bataille de proposer quelque chose. On a été beaucoup en défensive, puis c'est normal, on se fait attaquer sans cesse. Donc, toute la réflexion disait, bien, est-ce qu'on peut obtenir quelque chose, avoir gain de cause? Bien, par exemple, l'exemple de, bon, bien, quand il y a une privatisation, bien là, on se retrouve toujours dans la position de s'opposer à la privatisation, donc défendre le statu quo. Mais est-ce qu'on peut réfléchir à une autre façon de fonctionner dans nos services publics? Est-ce qu'on peut réfléchir à une autre façon, par exemple, la SAQ, une autre façon de, je sais pas, de retravailler la structure sans la privatiser? Puis, force est de constater ça, ce travail-là, on n'a pas été en mesure de le faire. On a tellement été toujours à la défensive qu'on n'a pas réussi à le faire. Mais je pense qu'il y a aussi le constat que maintenant, on doit faire ce travail-là. Puis sur la question de la priorisation, justement, il y a des grands gains qui ont été faits, des pas entre les différents acteurs sociaux, pas juste le mouvement syndical, pour convenir que, bon, par exemple, sur la question des revenus, il faut taper là-dessus sur la place publique.
Puis bon, actuellement, il y a des discussions à l'Assemblée nationale sur les paradis fiscaux. C'est quand même pas rien. Un gouvernement libéral qui discute de paradis fiscaux. Bon, ça va peut-être pas emmener grand-chose, mais au moins, il y a un débat sur les paradis fiscaux à l'Assemblée nationale. Fait que ça, c'est quand même pas rien, puis on se surprendra que les banques ne veulent pas y aller. Donc, c'est ça. Donc, ce travail-là, on réussit quand même. Il y a certains éléments, par exemple, la question de l'austérité. On a réussi à faire que dans l'espace public, maintenant, on parle d'austérité. Moi, mon travail, je travaille avec les journalistes, ils m'appellent, ils disent, ben là, en santé, c'est quoi l'impact de l'austérité? Il y a 5 mois de ça, il n'y a personne qui parlait de ça. T'sais. Fait que ça, on a réussi à entrer ça dans les esprits. Puis donc, c'est plein de petits gains comme ça qui font qu'il y a quelque chose qui est encourageant. C'est pas la grande victoire, le grand soir qui approche, mais bon, tranquillement. Donc, l'austérité, c'est une vue de l'esprit, avait dit d'ailleurs le premier ministre. Oui, une question. Oui, on vous écoute. La politique et le syndicat. Croyez-vous le rapprochement qu'il y a eu dans les années 70 avec le monde syndical et certains partis politiques, que je nommerai pas, a eu un impact sur l'appropriation du message ou des luttes, une certaine partie de lutte qui était appropriée par les partis politiques et l'impact que ça a eu sur la mobilisation? C'est la question piège, hein? C'est une bonne question. Mettons, l'histoire du mouvement syndical, puis surtout à la CSN, là, dont je peux plus parler, ça a été plutôt de jamais vraiment prendre position directement pour un parti politique. C'est pas le cas pour d'autres organisations, puis c'est correct aussi. C'est justement, au Québec, il y a une historique de plusieurs organisations syndicales, donc qui ont différentes stratégies. Un élément qu'on met de l'avant comme étant une lutte sociale qu'on doit mener au Québec, c'est la question, dans l'ouvrage, c'est la question de la réforme du mode de scrutin. Moi, bien personnellement, je trouve que le mouvement syndical, on est bien mal pris actuellement pour appuyer qui que ce soit. Est-ce qu'on va appuyer le pire patron de l'histoire du Québec? Est-ce qu'on va appuyer un parti qui ne peut pas vraiment réussir à obtenir le pouvoir? Donc, c'est un peu ça le contexte qui est le nôtre. Puis, si on veut réussir à obtenir des gains, bien, à un moment donné, il faut prendre le pouvoir politique. Bien, ça va passer par une réforme du mode de scrutin parce que, bon, le parlementarisme britannique, c'est pas, disons, le modèle le plus démocratique qui soit sur la planète Terre. Donc, ça, c'est un exemple qu'on donne, justement, d'une lutte qui devrait être priorisée, qui peut paraître un peu curieuse qu'on mette de l'avant comme syndicalisme, mais au contraire, on pense que ça peut rassembler l'ensemble des mouvements sociaux, puis même, à la limite, la droite. Les gens de la droite de Québec seraient peut-être contents de pouvoir avoir des députés qui les ressemblent, puis tant mieux. À la limite, ça permettra de faire le débat. Mais donc, on a une culture politique au Québec qui est pas assez forte, je pense, pour que les... C'est une question qui est difficile, mais je pense que dans le cadre actuel, ce sur quoi il faut taper beaucoup, c'est justement la question du mode de scrutin. On est actuellement en élection, donc c'est la même question au niveau fédéral, au niveau provincial. Moi, ça serait plus ça ma réponse, c'est de dire il faut réformer nos institutions démocratiques. T'sais. Parfait. Oui, question? On vous écoute. Bonjour. Ben, en fait, moi, j'ai milité dans le mouvement étudiant pendant plusieurs années et j'ai l'impression qu'il y a comme un avant 2012 et un après 2012 dans la mesure où, depuis 2012, on dirait que cette espèce de grève générale-là a fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de mobiliser parce que, oui, il y a eu des gains qui ont été faits, mais aussi, ça a été pour moi, ça a été une grosse défaite. Puis, c'est spécial à dire quand même dans la mesure où on a réussi plein de choses. Mais justement, le fait que la mobilisation était tellement intense qu'on dirait qu'il n'y a comme plus personne qui veut comme s'impliquer dans une mobilisation qui pourrait comme créer autant de choses comme 2012 a fait. Donc, est-ce qu'il y a un risque que si le mouvement syndical, mettons, décidait de comme devenir très fort et comme de monter en épingle beaucoup, est-ce qu'il y aurait toujours le risque que ça vienne comme créer quelque chose, créer comme des problèmes pour la suite, que dans le fond, après ça, plus personne veut comme se battre? Parce que c'est un peu l'impression que j'ai actuellement là, depuis la grève étudiante au niveau des étudiants. Oui, bien, je dirais que je partage pas vraiment cette opinion-là. Moi, je pense que 2012, ça a été un gain. Okay. Puis je trouve que la gauche, on n'est pas capable de se le dire, qu'on gagne. Puis je sais pas c'est quoi que ça prenait de plus pour que ça n'en soit un. Ils ont défait un gouvernement, puis la hausse a été abolie. C'était ça
l'objectif. Fait que là, si l'objectif, c'était de faire la révolution prolétarienne, ben non, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Mais j'aime mieux le tourner à la blague, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être capable de se dire qu'on gagne quand on réussit à le faire. Puis c'est vrai que c'est pas une victoire pleine et entière, mais on n'en a jamais des victoires pleines et entières. Puis la droite non plus. On leur met plein de bâtons dans les roues. Hein. Le gouvernement Couillard, il reprend exactement le même objectif que le gouvernement Charest. Il aimerait bien mieux être bien plus loin dans la privatisation qu'ils en sont aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'on réussit notre travail de les bloquer. Puis moi, je pense qu'au contraire, depuis 2012, puis je pense qu'on le voit dans nos syndicats, il y a une relève syndicale qui apparaît, puis qui était peut-être pas là. Tu sais, toute la question, entre autres, de la génération X, elle a été moins présente dans les mouvements de lutte, puis dans les mouvements syndicaux aussi. Puis ça, on le voit dans les exécutifs, tu sais, c'est des gens, bon, dans la cinquantaine. Puis là, il y a des jeunes qui arrivent, puis qui ont gagné. Ils savent qu'on peut gagner. Puis ils insufflent ça dans les différents exécutifs. Fait que moi, au contraire, je trouve qu'il y a... c'est super positif, puis qui amène aussi des nouvelles idées, des nouvelles façons de travailler, puis qui, justement, disent, ben là, on va aller les passer les tracts, là. On va aller voir le monde, tu sais. Fait qu'au contraire, moi, je pense que cette lutte-là devient, justement, oui, effectivement, un avant puis un après, mais un avant et un après où on se dit, ben coudonc, on a été capable de gagner récemment. Fait qu'on va pouvoir peut-être réussir à le faire encore. On va apprendre à gagner. D'ailleurs, Gabriel Nadeau-Dubois est un de ceux qui co-signe cet ouvrage, un des trois têtes d'affiche, évidemment, du mouvement de 2012. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Oui, monsieur ici. Oui, j'aurais une question pour Nancy, c'est ça? Oui. Pour revenir sur votre lutte ici, je voulais savoir comment vous aviez... comment vous aviez réagi par rapport à la promesse de Couillard sur les fonds qui allaient être retournés pour la réouverture du centre. Comment vous avez réagi après? Est-ce que pour vous, c'était dans votre stratégie, c'était une bonne chose? Est-ce que vous voyez ça avec certaines réticences, des risques? Comment finalement vous envisagiez à la fois votre lutte puis les enjeux électoraux? C'était quoi votre position par rapport à la récupération politique, en fait, qui avait été faite? Oui. Bien, ça va faire un lien avec ce qu'Hubert vient d'expliquer. Tu sais, dans le fond, là, on a voulu gagner la bataille, puis on considère l'avoir gagnée. Puis dans une bataille, il faut prendre des risques, on en a pris. Puis je le disais tantôt, heureusement, là, le foyer de groupe est réouvert pour nous. C'est une victoire, puis... Il a saisi cette balle-là au bon. Ça a fait partie des stratégies, des éléments qu'on a dû évaluer. Puis, il nous l'a réouvert, le foyer de groupe. Puis, on est très contents de ça. Les gens, tu sais, puis je fais un lien avec ce que Hubert dit aussi par rapport à la mobilisation, parce que quand tu gagnes, tu veux gagner encore. Puis, tu le sais que c'est possible. Ça nous éteint pas. Parce que nous, là, depuis ce temps-là, tu sais, ça se construit, ça s'agrandit, les gens suivent, sont à la défense de nos services. Fait que c'est pas vrai que ça a été une grosse victoire chez nous, vraiment. Ils sont contents, puis ils veulent continuer de mener des luttes puis gagner. Ils savent que c'est possible. Qui s'en est servi, Couillard, dans sa campagne électorale, tu sais, ça fait partie de plein d'autres éléments de la lutte, dans le fond. Tu sais, quand on embarque dans une histoire comme celle-là, on se met un objectif, puis il faut... Je vous ramène au début, quand je vous disais qu'on a dû faire des choix, c'est ça. Tu sais, il y en a eu plein. 4 millions de compressions budgétaires, on a fait la bataille pour 2 choses. Puis c'est ça qu'on a mené de front, puis on a dit on va gagner. Puis on prend tous les moyens pour y arriver. Il y en a qui sont satisfaisants, d'autres qui nous déçoivent. Mais au bout de la ligne, on a voulu la gagner, la bataille, puis on l'a gagnée. Puis ça, c'est une empreinte dans la mobilisation des gens. Maintenant, quand on procède de la même façon, on leur parle, on fait des choix, on établit nos stratégies, les gens nous suivent, puis ils n'arrêtent pas de se mobiliser. Ils veulent encore gagner, puis on leur a dit avec cette lutte-là que c'était possible puis que c'est vrai qu'il y en a de l'espoir. Fait que les gens sont là-dessus, puis je pense qu'ils planent encore, tu sais. Puis là, c'est d'autres sujets qui nous animent, c'est nos négos, c'est d'autres choses, puis ils sont encore au rendez-vous. Il faut prendre le temps de leur expliquer
que la revendication qu'on fait, ça ait un sens. Hein? Toute la question du sens. On fait des choix, il faut que ça ait un sens, qu'on porte des convictions, puis après ça, on part avec notre plan d'action, puis il faut prendre des risques. Puis ça en faisait partie, mais il faut voir la victoire au bout que, oui, aujourd'hui, il y a 6 enfants qui peuvent recevoir des services, puis ces services-là n'existaient pas auparavant. Bravo à tout le monde. Les gens sont contents. Puis maintenant, quelle lutte qu'on mène, puis go, on repart. C'est un peu ça, là, actuellement, qu'on vit, nous. Et ce que vous me disiez, de toute façon, c'est qu'il y avait un député sortant qui aurait pu la saisir, la balle au bon, et qui ne l'a pas fait. Donc, la nature a horreur du vide. Ce que l'un n'a pas fait, l'autre a fait, finalement. Bien, c'est ça. Hein? En même temps, on apprend dans ces luttes-là à naviguer dans le monde politique. Puis, dans le fond, il y en a un qui a fait une promesse, s'en est servi, l'autre ne l'a pas faite, puis ça a donné ce que c'est aujourd'hui. Hein? Puis nous, quand on est dans une lutte, on saisit toutes les stratégies, tous les moyens qui sont mis sur notre route, on les prend pour arriver à notre objectif. Est-ce que ça répond à votre question? Peut-être juste en complémentaire, est-ce que vous avez décidé d'intervenir dans la campagne politique étant donné la promesse ou pas du tout? Jamais. Vous êtes dit, jamais, OK. Non, jamais. On n'a pas... on n'avait pas à faire ça. On ne se serait pas rendu jusque-là. Puis Hubert l'a bien dit aussi, la CSN nous enseigne pas de faire ça non plus. C'est que c'est des... Dans notre lutte, on ferait une lutte aujourd'hui, puis ce ne serait pas ça. Il y avait une campagne électorale. On s'est posé la question comment on se comporte dans cette campagne-là, mais jamais on n'aurait pris position pour un parti ou un autre. Vous dites pas pour qui voter, mais vous dites pour qui pas voter, cependant. Nuance. C'est quoi de noir? Je m'abstiens de commentaire. Oui, au niveau des gains puis des luttes sociales, pendant longtemps, avant 1970, les gains avaient été faits par des syndicats du secteur privé. Les 2 semaines de vacances qui est découlé d'un conflit à Jonquière, à Arvida en 1937. Au niveau des même de l'adoption de la loi sur les relations ouvrières, c'est la suite d'un conflit là, qui a eu lieu au niveau des usines de papier à Kenogami, Jonquière, Riverbend. Puis, progressivement, les gains sont faits, les régimes de retraite dans le secteur privé. Donc, des luttes vraiment épiques. Les années 70, il y a eu les luttes qu'on connaît, qui ont été relatées par Michel. Mais là, on se retrouve dans une situation où, actuellement, ceux qui sont les plus militants, ceux qui sont les plus engagés relativement à la lutte contre l'austérité, par exemple, qui composent la quasi-totalité des 240 membres qu'on a au niveau de la CSN régionale, qui sont prêts à intervenir n'importe quand pour faire une activité de mobilisation. Ils arrivent au conseil central le matin, ils ne savent même pas où ils vont, ils embarquent dans l'autobus, là. C'est des gens engagés, c'est des gens qui veulent. Ils viennent pratiquement tous du secteur de la santé, alors que, mais ils sont soumis à la loi des services essentiels. Autrement dit, les gens de la CSN régionale, les membres, qui sont les plus militants, ce sont ceux qui ont le plus de contraintes pour exercer un mandat de grève par rapport aux lois de services essentiels, puis même par rapport à l'engagement qu'ils ont, par rapport à leur propre travail, là, par rapport à leur clientèle, puis tout ça. Puis de l'autre côté, on a un secteur manufacturier qui est en déclin, donc ils ont développé des stratégies défensives. C'est pas nécessairement dans ce cas-là rattaché à la collaboration. C'est le fait qu'on t'est tellement attaqué de toutes parts, ils ont tellement perdu d'emplois que ton objectif, c'est de préserver les emplois. Tu n'es même plus en mode d'aller chercher des gains, tellement que tu te fais attaquer de partout, puis ils mettent les usines en concurrence les unes par rapport aux autres. Donc, ma question est la suivante. Comment qu'on va faire pour faire en sorte que nos gens qui sont les plus mobilisés puissent quand même faire un travail, si on veut, de fer de lance? Parce que on ne fera pas de cachette, là. Actuellement, ceux qui sont les plus en mesure de faire des mouvements, qui ont plus de volonté de faire des mouvements, ce sont ceux qui peut-être vont avoir plus de contraintes pour les faire. Heureusement, on voit de plus en plus les enseignants cégep qui ont d'ailleurs pris des mandats de grève sociale, au printemps, donc présent. Donc, ma question, c'est comment qu'on va s'y prendre, nous, pour faire la lutte au niveau de peut-être un jour une grève sociale, je ne sais pas, on n'en est pas là. Donc, ma question est là. Malgré que renouveler le syndicalisme, c'est un mandat qu'on a, puis effectivement, on réfléchit, mais on est loin d'être au bout de la réflexion. Merci. Oui? Une autre bonne question. Mais c'est un peu l'œuf ou la poule. Hein? Est-ce qu'on attend tout le monde avant de partir ou on part, puis ceux qui sont pas là, ils viendront, t'sais? Puis moi, je suis un peu plus de la deuxième école.
c'est vrai que le secteur privé a vécu tu veux conserver ton emploi. Tu es dans ces circonstances-là. Puis au Québec, il n'y a pas beaucoup de grosses entreprises qui ne sont pas syndiquées. Les grosses entreprises. Fait qu'on a un peu plafonné en termes de syndicalisation aussi. Là, c'est des nouveaux secteurs d'emploi qui sont des gens qui travaillent, ont un contrat de travail, qui s'en vont ailleurs. Donc, il y a des travailleuses et des travailleurs qui sont beaucoup plus... qui bougent beaucoup plus. Fait que ça fait qu'il y a un contexte économique qui est vraiment difficile pour mobiliser les gens du secteur privé. Mais il y a eu des enjeux de la question de la sous-traitance, par exemple, dans le secteur privé. C'est quelque chose qui peut rassembler, je pense, plus largement que usine par usine. Fait qu'il y a peut-être des éléments comme ça qui doivent être mis de l'avant pour essayer de diminuer les risques sur une usine en lutte. Parce que c'est ça le problème dans le secteur privé, c'est que si on les prend un à un, on va les perdre. Puis, par exemple, la campagne de syndicalisation à Couche-Tard, il a fallu qu'on dépose plusieurs en même temps pour réussir à confronter, parce que un à un, il fermait le dépanneur. Fait qu'il y a ça. Puis sur l'autre question, moi, je pense que si les gens du secteur public sont prêts à faire la bataille, faisons-la. Puis après ça, les autres, ils suivront. Ils suivront à titre de citoyens, ils suivront à titre de travailleurs, ils suivront... Parce que chaque bataille inspire, puis chaque victoire inspire. Mais on va justement, avec nos prochains panélistes, aborder un conflit qui s'est déroulé au syndicat des métallos d'Alma, dont on se souvient aussi beaucoup dans la région. Alors, si vous avez d'autres questions, de commentaires, vous pouvez les garder en réserve de la République, parce que l'après-midi est encore jeune, et non pas, j'allais dire la soirée, mais c'est un titre qui existe déjà. Donc, je vous remercie beaucoup, Hubert Forcier et puis Nancy Poulain. Merci.